Bonjour à toutes et tous, moi je suis Guillaume Daringer, je suis directeur technique de FSC France, en charge du pilotage de la révision du référentiel pour la France métropolitaine. Et je vais vous présenter aujourd'hui les principales évolutions de cette deuxième version qui est présentée en consultation publique. Et je suis accompagné d'Aurélien Sautière, notre directeur. Bonjour à tous, juste pour préciser, si vous levez la main, j'attendrai que Guillaume soit sur un chapitre différent pour lui poser, enfin, pour que vous puissiez poser la question. Et sinon, l'idéal, c'est dans le chat et il y aura toujours de toute façon un temps de questions-réponses à la fin. L'ordre du jour, je vais vous faire un rapide rappel sur le processus de révision, pour ensuite aborder le contenu de ce document présenté en consultation. Pour rappel rapide, FSC est un système de certification qui a été créé en 1999. Nous sommes une ONG, une ONG internationale, et FSC France est une association qui représente FSC International en France. Notre système de gouvernance, tant à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale, est composé de 3 chambres. Une chambre économique, avec tous les acteurs de la filière, depuis les forestiers, les acteurs de la transformation et les marques de distribution de produits bois et papier, issus de la forêt en général. Une chambre environnementale, composée d'ONG internationales, d'associations nationales et d'experts en différentes thématiques liées à l'environnement. Et une chambre sociale, composée de représentants des peuples autochtones et de représentants des syndicats de travailleurs forestiers, avec en plus pour la France des acteurs, notamment pour la France, mais des acteurs des territoires. Quelques chiffres qui sont à l'écran que je ne vais pas rapidement commenter, mais voilà, l'important, je pense, de retenir là, c'est effectivement le système de gouvernance qui est au cœur du fonctionnement du système FSC et qui vise, en concertation, donc en négociation entre les différents acteurs de ces 3 chambres, à promouvoir une gestion forestière responsable des forêts du monde, c'est-à-dire des forêts pour tous et pour toujours. Donc, une bonne partie de notre système de certification de gestion forestière est basé sur un cadre international de 10 principes, qui sont des thématiques universelles qui doivent être respectées pour une gestion forestière responsable. Ces 10 principes regroupent à la fois des aspects réglementaires, donc le respect des lois du pays, mais aussi des aspects sociaux, des droits du travail, conditions de travail en forêt, le respect des droits des peuples autochtones et les relations avec les communautés locales. On a ensuite des aspects plus environnementaux, la définition, l'identification et la diminution des impacts sur les valeurs environnementales, l'identification et la protection des hautes valeurs de conservation, qui sont par exemple, on va dire des zones de biodiversité exceptionnelles, mais il y a aussi là-dedans des valeurs sociales, éventuellement, des zones qui sont critiques pour les services écosystémiques des populations locales. Et puis les aspects qui sont plus économiques, avec tous les aspects qui sont liés à l'économie de la gestion forestière, aux différents bénéfices qui peuvent être tirés de la forêt, une projection de long terme pour une gestion forestière économiquement soutenable. Et puis des aspects opérationnels, comme le contenu d'un document de gestion, les aspects de suivi et monitoring, sans oublier bien sûr les aspects de gestion et d'exploitation forestière qui regroupent évidemment énormément d'aspects environnementaux, sociaux et économiques. Donc ce cadre international est valable, applicable dans tous les pays, donc à l'échelle vraiment internationale. Il est voté et défini par nos membres internationaux. Il va être précisé par des sous-thématiques qu'on appelle les critères. Il y a 10 principes et 70 critères à l'échelle internationale, et ce cadre doit être adapté aux conditions locales, donc des différents pays, aux conditions réglementaires, environnementales, sociales et culturelles des différents pays, par des indicateurs qui vont détailler chaque critère et qui vont être applicables par les gestionnaires forestiers et contrôlables par les auditeurs sur le terrain. Donc c'est ce processus sur lequel nous sommes actuellement. Le référentiel de gestion forestière pour la France métropolitaine a été pour la première fois publié en 2017. Et nous sommes donc actuellement à la première révision de ce référentiel.
avec les thématiques suivantes. Nous étions partis au départ sur une périmètre principal de révision qui doit prendre en compte donc les enjeux actuels, les évolutions du contexte actuel depuis la première publication du référentiel, c'est-à-dire notamment la question des impacts des changements climatiques, l'évolution de la perception environnementale et des connaissances scientifiques autour des pratiques de sylviculture dites intensives, et la prise en compte des enjeux des petites propriétés pour une meilleure accessibilité des propriétés françaises compte tenu de leur structure de propriété, donc à la certification FSC. Suite notamment à d'autres, ça c'était le périmètre principal, il y avait le périmètre secondaire qui comprenait la prise en compte des aspects des évolutions internationales du cadre FSC. Ce périmètre a été, suite à la première consultation publique, a été étendu, étoffé, avec d'autres sujets qui sont apparus ou qui ont été plus discutés par le groupe de travail, notamment des questions de conservation, de protection de la biodiversité, de relations avec les intervenants en forêt, et des indicateurs de suivi des impacts de la certification FSC. Pour cette révision, nous avons fait un groupe de travail composé, comme la gouvernance de FSC, de 3 chambres. Donc, une chambre économique, les acteurs que vous voyez en haut de la diapo, avec les gestionnaires forestiers, des représentants des gestionnaires et propriétaires forestiers et des représentants du secteur industriel. Donc, une chambre économique, une chambre environnementale, avec des acteurs de l'environnement principaux du territoire, et une chambre sociale qui regroupe à la fois donc, des représentants de travailleurs, des acteurs des territoires, des gestionnaires forestiers avec des forts enjeux sociaux, et l'INRAE qui est représenté là par des chercheurs en sciences sociales donc autour de la forêt. Ce groupe de travail est l'instance qui discute, qui co-construit, qui négocie l'évolution des indicateurs du référentiel FSC pour la France métropolitaine. Son mode de décision se fait comme pour l'ensemble de la gouvernance FSC, à équité ou à égalité de poids entre les 3 chambres, quel que soit le nombre de membres dans chaque chambre. C'est-à-dire que pour qu'une décision soit prise par le groupe de travail, il faut qu'elle fasse majorité, en fait. Il faut qu'une majorité de membres de la chambre économique soit en faveur de cette décision, de même dans la chambre environnementale et de même dans la chambre sociale. Ce qui amène à énormément d'échanges pour trouver le meilleur consensus, le meilleur compromis possible entre les attentes des 3 chambres. Donc, cette révision a été lancée officiellement début 2021, et a été précédée, la première phase a été une phase de concertation nationale avec un certain nombre de webinaires que nous avons organisés avec des acteurs des différentes régions françaises pour échanger, discuter apporter des éléments sur les principales thématiques de cette révision. Cette phase n'avait pas pour but de rechercher des consensus, mais d'amorcer le dialogue, de poser des constats sur les points de convergence et les divergences également entre les différents acteurs. Nous avons produit un rapport de cette phase de concertation régionale, ainsi qu'une synthèse technique et scientifique qui a été réalisée en interrogeant des chercheurs, des experts techniques sur ces différents sujets. Ces 2 rapports sont sur notre site internet, sont à disposition et ont été fournis au groupe de travail pour leur fournir de la matière pour le début de leur discussion. Donc 2021 a été dédié donc, à une première phase de négociation du groupe de travail avec plusieurs réunions. Cette phase s'est poursuivie début 2022 jusqu'au lancement de la première consultation publique entre mai et juillet donc 2022. Suite à cette première phase de consultation publique, nous avons eu une deuxième phase de négociation du groupe de travail, donc un nouveau cycle de réunion, qui débouche donc actuellement sur une deuxième version, une deuxième consultation publique avec une nouvelle version des indicateurs qui est présentée.
En parallèle de cette deuxième consultation publique, nous avons réalisé la semaine dernière un test en forêt des propositions d'évolution des indicateurs par des auditeurs. Un groupe de 5 auditeurs et auditrices qui se sont réunis, que nous avons réunis avec également plusieurs gestionnaires forestiers privés et publics, donc les gestionnaires certifiés, pour échanger sur les preuves, leur compréhension en fait, des indicateurs que nous proposons et les preuves qu'ils envisagent de demander lors des audits, de façon à être bien sûr que la compréhension est la même entre auditeurs et audités et que les preuves de conformité avec les nouvelles exigences qui sont proposées peuvent être collectées. Cette deuxième consultation publique donnera donc lieu à une troisième phase de négociation du GT qui sera suivie donc en juin par une validation par le conseil d'administration de FSC France. Une validation sur la forme, le conseil d'administration n'interviendra pas dans la rédaction des indicateurs. Et ensuite par une phase d'échange avec FSC International pour assurer que les propositions d'indicateurs proposées donc par le GT et validées par notre CA correspondent bien, se rentrent bien dans le cadre international qui a été fixé, pour ensuite obtenir donc une validation finale et une entrée en vigueur de ce nouveau référentiel en 2024. Pour terminer cette phase de processus, je vais vous faire une rapide présentation des retours que nous avons obtenus en première consultation publique. Donc, vous voyez quelques chiffres à l'écran. Nous avons eu 77 participants à cette première consultation publique. Sachant que le référentiel FSC est un document très technique, assez dense, pour employer ce qui peut être considéré par certains comme un doux euphémisme. Nous avons eu 77 réponses, qui est un nombre, nous sommes très satisfaits, nous devons le dire, et notamment également par la répartition assez équilibrée de représentants des différents acteurs de la filière forêt-bois française, comme vous pouvez le voir à l'écran. Principaux résultats, alors tout cela est détaillé, en fait, tous les retours en consultation publique, je tiens à le dire, sont synthétisés dans un rapport qui est également public sur notre site. Et dans ce rapport, vous pourrez constater que les participants ont mis un soutien assez franc à la plupart des propositions qui ont été soumises par le groupe de travail, à l'exception, je veux dire c'est assez normal, des exigences pour lesquelles il n'y avait pas encore d'accord du groupe de travail au stade de la première consultation et pour lesquelles 2 options de rédaction des indicateurs étaient présentées en consultation publique. Donc, dans ces cas, on retrouve de façon assez logique des divergences en fait, entre les participants à la consultation publique qui se prononcent plutôt en faveur d'une ou de l'autre des options qui étaient proposées. À noter également dans les retours des participants à cette consultation publique, une certaine tension, alors j'y mets des guillemets, mais on sent bien à la fois des demandes de plus d'adaptabilité des exigences FSC, c'est-à-dire plus de flexibilité pour que les gestionnaires forestiers qui veulent se certifier, qui veulent se certifier, puissent adapter les exigences au contexte de leur territoire, différents contextes, différents territoires de la forêt française. Donc des demandes donc pour plus d'adaptabilité et en même temps des demandes pour plus de clarté, pour plus de précision de ces exigences, ce qui, pour le groupe de travail, se révèle être assez complexe, puisque plus on sera clair, précis dans les exigences, moins elles seront in fine adaptables aux différents contextes. Donc c'est des grands axes de discussion du groupe de travail, de trouver le bon équilibre entre des exigences qui puissent être adaptées, justifiées par les gestionnaires forestiers au contexte de leur territoire, et des exigences qui soient très claires à la fois sur le niveau d'exigence à atteindre et sur leur portée à l'échelle du territoire. Tous ces retours ont été donc discutés par le groupe de travail. Un certain nombre
un certain nombre d'entre eux ont été pris en compte, intégrés dans le référentiel. D'autres, partiellement, ont servi d'inspiration pour les nouvelles propositions d'exigence. Et d'autres, enfin, n'ont pas été retenus. Donc, cette prise en compte, ou le résumé de la prise en compte des retours est également disponible, donc en téléchargement dans le document qui présente le résumé de la consultation, des retours de la consultation publique. Donc, dans ce document, vous aurez à la fois une synthèse rapide des retours et des encadrés détaillant avec le plus de transparence possible les retours, la façon dont le groupe de travail a pris en compte les retours de cette consultation. Donc maintenant, je vais passer au contenu de cette révision. Je vais dérouler donc les différents thèmes que je vous ai présentés au départ. Donc, le premier de ces thèmes, c'est la thématique de l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Dans cette thématique, nous avons rapidement deux sous-thématiques. Une première d'objectifs et de diagnostic pour l'adaptation au changement climatique, et une deuxième partie sur la question des essences à utiliser pour l'adaptation au changement climatique. Donc, dans cette deuxième version qui est présentée en consultation publique, nous avons rajouté deux définitions au référentiel FSC. Une première définition d'adaptabilité. Donc, ça a été une discussion, des retours de consultation publique qui demandaient pourquoi est-ce que le groupe de travail a utilisé le terme d'adaptabilité plutôt que celui de résilience. Donc, le terme d'adaptabilité, donc la capacité des écosystèmes à s'adapter à des nouvelles conditions, a été préféré à celui des résiliences, qui pourrait laisser entendre qu'on recherche un retour à l'état initial. Or, malheureusement, nous savons qu'avec les changements climatiques actuels, un retour à l'état initial après des perturbations ne sera certainement pas possible. D'où la préférence portée au terme d'adaptabilité. Nous avons également inclus une définition d'aléa exceptionnel qui correspond aux événements climatiques catastrophiques, des tempêtes, des sinistres, des incendies, qui peuvent être des conséquences des changements climatiques, mais qui se passent sur une échelle de temps, bien sûr, différente. En termes des objectifs des activités de gestion, donc vous avez à chaque fois, le plus souvent, je ne l'ai pas mis à chaque fois, mais vous retrouvez les numéros des indicateurs ou des critères qui sont concernés dans le référentiel. J'en profite d'ailleurs pour mentionner qu'il y a un autre document que vous pouvez télécharger qui est le guide de lecture pour cette deuxième consultation publique, qui retrace de façon beaucoup plus précise les différents indicateurs qui ont été modifiés avec les thématiques qui sont abordées. Donc, dans cette deuxième version, nous avons maintenu en termes d'objectifs de la gestion, comme objectif initial le maintien de la biodiversité, comme élément qui soutient le fonctionnement des écosystèmes, et également l'ensemble des services écosystémiques, dont la production de bois. Donc, il nous a paru important de poser il a paru au groupe de travail, important de poser ces deux éléments comme étant clés en termes d'objectifs pour la gestion forestière. Nous avons également ajouté des aspects spécifiques en termes d'identification et de prévention des risques, et notamment du risque incendie. Ceci, vous le trouverez donc dans le critère 10.9. Concernant les éléments de diagnostic qui permettent de définir les itinéraires sylvicoles, les indicateurs qui avaient été présentés en première consultation publique ont été modifiés en partie, en essayant de maintenir, en fait, dans la plupart des cas, l'intention du GT, mais de clarifier, en fait, la rédaction. Donc, on retrouve notamment le besoin d'un diagnostic de vulnérabilité des peuplements. Les discussions et les adaptations ont été prévues en fonction de l'échelle de ces diagnostics. Premier diagnostic à l'échelle du massif doit permettre d'aller plus dans le détail pour les peuplements qui sont identifiés comme vulnérables. Nous avons également, dans ces diagnostics,
renforcer la prise en compte des attentes des territoires qui ont développé des outils pour la planification territoriale de gestion forestière, comme les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les chartes forestières du territoire. Enfin, il y avait dans la consultation publique des demandes d'un certain nombre d'acteurs de renforcer les exigences en matière de calcul de bilan carbone pour favoriser l'atténuation du changement climatique par la gestion forestière. Mais le groupe de travail a décidé de ne pas modifier le niveau d'exigence qui était demandé dans la première version du référentiel, en constatant que les capacités de réaliser de tels bilans carbone sont extrêmement variables d'un acteur forestier à l'autre, et que le fait de demander des bilans carbone obligatoires serait extrêmement complexe pour un certain nombre d'entre eux. Autre point qui a évolué entre ces deux consultations, c'est la question de l'atténuation en fait, d'autres pressions pesant sur la forêt, plus des changements climatiques, et notamment celle des grands ongulés. Suite au retour de la consultation publique, le GT a décidé de renforcer ses exigences en ayant une approche globale d'interdiction de tout attractif alimentaire. Or, exigence réglementaire, donc décision préfectorale dans certains cas, et ce de manière préventive, même en l'absence de déséquilibre constaté. Concernant la partie de choix des essences donc pour l'adaptation au changement climatique, les indicateurs ont été affinés, ont été précisés, mais ceux que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire ceux qui concernent la proportion d'essences indigènes dans les unités de gestion, c'est-à-dire les forêts certifiées, ou les modes de renouvellement des peuplements, ou le choix, le grand principe de choix des essences, ont été globalement maintenus par le groupe de travail. Donc, en allant vers le maintien ou la restauration d'un pourcentage d'essences indigènes, en favorisant le mélange et la régénération naturelle, parce que c'est possible, et en choisissant des essences adaptées à la station et indigènes et de génotypes locaux lorsque c'est possible. Dans cette thématique de choix des essences, les parties qui ont évolué dans cette deuxième version du référentiel concernent notamment l'introduction d'essences exotiques. L'approche là, dans cette deuxième version, est de limiter l'introduction d'exotiques en mélange avec des essences indigènes et hors des aires qui constituent le réseau d'aires de conservation qui devait être défini par les gestionnaires forestiers certifiés. Je reviendrai juste sur cette notion de réseau d'aires de conservation tout à l'heure. La possibilité d'introduire donc des plantations monospécifiques d'essences exotiques a été ouverte, mais uniquement pour des surfaces de maximum 5 hectares, dans le cadre d'expérimentation, par exemple pour l'adaptation au changement climatique, disposant d'un protocole de suivi. Des discussions se sont engagées également sur les impacts des essences envahissantes, avec deux éléments: la gestion des peuplements existants, d'essences considérées comme envahissantes. Donc, on parle dans le cas du référentiel FSC notamment du robinier, faux acacia et du chêne rouge. Donc, des indicateurs qui ont été renforcés, développés sur la gestion des peuplements existants, et des discussions également engagées sur la question du robinier dans la version actuelle en vigueur donc, du référentiel FSC. L'introduction de robiniers faux acacia est interdite dans les propriétés certifiées FSC, dans les forêts certifiées FSC. Et donc, dans le cadre, le parti du GT a demandé à ce que cette interdiction totale soit revue, avec des conditions évidemment. Et donc deux versions sont actuellement proposées en consultation. Une version qui permet l'introduction de robinets sous condition, notamment sous condition de capacité du gestionnaire forestier à contrôler le caractère invasif du robinet. Sachant que cette demande s'établit, se positionne dans le contexte effectivement du changement climatique et donc de la diversification
nécessaire dans certains cas, des essences qui sont utilisées en forêt. Une autre modification, à la fois par rapport au référentiel actuel et par rapport à la version présentée en première consultation publique, c'est la modification, l'extension de la zone géographique qui sert de base à la définition de la notion d'essence indigène. Jusqu'à présent, le référentiel FSC se basait sur les sylvo-écorégions et on avait la version en première consultation publique avait proposé d'étendre cette zone géographique aux GRECO, aux grandes régions écologiques. Lors de la consultation publique, un certain nombre de voix ont fait état du besoin d'avoir plus de flexibilité encore pour cette définition de la notion d'essence indigène, et en lien avec les travaux également nationaux de la Commission sur les essences d'avenir, le GT a décidé de proposer que ces zones géographiques soient en fait les domaines biogéographiques utilisés par exemple dans le réseau Natura 2000, c'est-à-dire les zones atlantiques, continentales, alpines et méditerranéennes. Je passe donc au deuxième thème sur l'encadrement des pratiques de gestion dite intensive, qui est divisé en trois sous-thématiques: l'encadrement des coupes rases, la protection des sols et les questions de chimie de synthèse. Donc en préambule, en fait, je tiens à dire que dans le débat actuel en France sur la thématique des coupes rases, il est également aussi beaucoup mentionné la question des conversions, donc la question de conversion des forêts semi-naturelles, de plantations de forêts diversifiées, de feuillus notamment, en forêts cultivées, plus monospécifiques, souvent avec des résineux, dans le cas du contexte français. Donc les deux thématiques, donc coupe rase et conversion, peuvent s'entremêler en fait dans le débat national, mais dans la certification FSC, ces conversions de forêts semi-naturelles en forêts cultivées sont interdites, et ce, depuis la création de FSC en 1994. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais sachez que cette question des conversions et de ce que nous considérons à l'échelle nationale comme des forêts semi-naturelles et des forêts cultivées sont détaillées dans le référentiel, dans les critères 6.9, 6.10 et dans l'annexe B pour les définitions des deux types de forêts. Concernant la question des coupes rases, on a tout un aspect de discussion qui tourne autour des définitions. Qu'est-ce qu'une coupe rase? Qu'est-ce qu'une coupe rase d'un seul tenant? Ces deux définitions sont extrêmement importantes pour permettre de définir ensuite des indicateurs de seuil, par exemple, qui vont s'impliquer à l'encadrement des coupes rases. Donc, pour la question des coupes rases, nous avions deux versions de ces définitions en première consultation publique. Nous avons encore deux versions dans cette deuxième consultation, mais elles se sont rapprochées. Ce qui les distingue principalement, c'est la question des coupes de taille simple. Est-ce que les coupes de taille simple doivent être considérées comme des coupes rases ou non? La question derrière ça, c'est est-ce qu'une coupe rase implique une régénération artificielle ou est-ce qu'une régénération naturelle, comme des rejets de souche dans le cas d'un taille simple, rentre malgré tout dans la définition de coupe rase. Donc deux versions proposées, donc je le disais, en consultation publique sur cette définition encore à l'heure actuelle. Sur la version de un seul tenant, par contre, le GT a trouvé un consensus sur une seule version de définition. Donc une définition d'une coupe rase d'un seul tenant va se jouer en fait sur les questions de distance entre deux coupes distinctes. Si elles sont très proches, elles peuvent être considérées comme une seule coupe rase, mais si elles sont plus distantes, ça sera deux coupes rases différentes. Ou également de temps, de pas de temps entre les deux coupes, ou bien via la démonstration en fait de prise en compte des impacts cumulés de différentes coupes rases, et donc de réduction de ces impacts qui peut permettre de définir des coupes rases comme étant différentes. Et nous avons ensuite une troisième définition qui est importante, celle d'état sanitaire critique. On avait déjà un consensus sur une seule version dans la première version du référentiel, mais il a été
cette définition a été précisée et modifiée. Et un état sanitaire critique, donc d'un peuplement, peut être défini via un protocole reconnu comme le protocole des PERIS ou via un avis du département santé des forêts et une autorisation de coupe. Poursuivant sur l'encadrement de ces coupes rases, vous verrez que dans le référentiel, donc, il y a un certain nombre d'exigences qui présentent également deux versions de consultation. Hein, sans surprise, cet enjeu sur les coupes rases est un enjeu complexe et regroupe de grandes attentes des différents membres du groupe de travail. Donc, les discussions n'ont pas encore complètement abouti, même si elles ont progressé entre ces deux consultations. Sur la définition générale des sylvicultures, vous trouverez deux versions proposées en consultation. Donc, c'est un cadre un peu plus large que la question des coupes rases, mais sur les systèmes de sylviculture en général, avec la question de savoir si le référentiel FSC doit encourager les sylvicultures les plus proches de la nature, sachant que le terme encourager, là, c'est celui qui est utilisé dans la rédaction actuelle, donc, en précisant que ce terme encourager n'est pas un vocabulaire classique d'un référentiel FSC, puisque c'est un vocabulaire normatif un peu mou, si vous me passez l'expression, où on peut avoir du mal, les certifiés et les auditeurs peuvent avoir du mal à identifier clairement le niveau d'exigence qui est attendu. Nous avons également un indicateur sur les zones sans coupe rase. Globalement, les zones sans coupe rase, donc aucune coupe rase n'est permise, se situe sur les zones tampons, autour des cours d'eau et des zones humides, sur les zones à enjeu pour les hautes valeurs de conservation, donc les zones dans le référentiel FSC français des zones à enjeu, donc les habitats pour les espèces déterminantes, notamment des zones SNIEF des types 1 et Natura 2000, et de façon générale dans le réseau d'air de conservation. Deux versions là, dans ce sujet, sur le fait de savoir si les zones tampons sans coupe rase autour des cours d'eau et des zones humides doivent être de 10 mètres, comme c'est le cas actuellement dans le référentiel, ou étendues à 30 mètres. Sur la taille des coupes rases, également, là, deux versions qui sont proposées en consultation, avec un consensus sur le fait que les coupes rases dans les zones de forte pente, au-delà à partir de 30% de pente, doivent être limitées à 2 hectares, mais ensuite deux versions différentes. Une version avec un seuil cible de 5 hectares dans une première version, mais avec des possibilités d'étendre cette surface à 10 hectares. Il y a une démonstration de la diminution, de la réduction des impacts, ou si ces coupes sont déjà inscrites dans des documents de gestion durable agréés, documents réglementaires agréés. Cette version visant à donner de la flexibilité de nouveau aux gestionnaires forestiers pour gérer un certain nombre de conditions locales, de taille de parcelles et d'unités de gestion. Et puis une version 2, plus stricte sur le seuil de coupe rase, donc qui fixe un seuil limite de coupe rase à 4 hectares, sans possibilité d'extension de ce seuil. Il y a par contre un consensus au sein du groupe de travail sur les cas qui doivent être exemptés de seuil, donc à la fois pour des seuils maximum de coupe rase, mais aussi éventuellement pour des zones sans coupe rase. On est là dans des cas d'aléas exceptionnels, pour lesquels, je vous rappelle, on a fait une définition d'état sanitaire critique, également défini dans le référentiel FSC, mais aussi pour des cas de restauration, typiquement des plantations résineuses qui auraient été établies il y a quelques décennies jusqu'au bord des cours d'eau ou des zones humides, et pour lesquelles une coupe rase pourrait être nécessaire pour entamer un processus de restauration des zones tampons autour de ces coupes rases et zones humides. Sur la thématique des travaux du sol, ensuite, les indicateurs ont été retravaillés donc, dans une optique globale de fixer les objectifs de préservation du sol et de l'ensemble des valeurs environnementales
donc dans la définition des techniques de travaux du sol, mais en laissant une flexibilité aux gestionnaires forestiers pour déterminer les meilleures façons donc, de protéger le sol, mais à la fois en termes de travaux. Mais au-delà de ça, l'ensemble des actions d'exploitation qui pourraient être impactantes pour les sols. L'idée, là, c'est vraiment de protéger le capital de production qui est le sol pour l'ensemble des forêts. Donc, ces objectifs étant fixés, malgré tout, un certain nombre d'encadrements précis ont été maintenus. Certains travaux sont très encadrés, qui sont de drainage ou de sous-solage, ou interdits, comme le cas du labour en plein. L'encadrement du dessouchage n'a pas été modifié par rapport à ce qui a été présenté en consultation publique. Il est interdit, sauf les justifications, les contextes très précis. Et les aspects, la promotion, le développement des cloisonnements dans les forêts certifiées pour limiter de nouveau les impacts au sol a été affiné, mais l'intention globale a été maintenue. Il avait été demandé en première consultation si, à l'instar d'autres pays FSC, enfin, d'autres référentiels FSC dans les pays voisins, il était nécessaire de fixer un seuil maximum de surface de l'unité de gestion dédiée à des cloisonnements. Et le groupe de travail a décidé de ne pas fixer de seuil, en considérant que les conditions, différents contextes forestiers français étaient dans ce cas trop variables, qu'un seuil national n'était pas pertinent dans le cadre de ces exigences. Également, les exigences concernant l'extraction d'arbres morts ou de menus bois ont été maintenues, c'est-à-dire pas d'extraction d'arbres morts. Les menus bois, limite d'extraction à 7 cm, avec quelques exceptions qui ont été précisées. Alors, pardon, là j'ai oublié de modifier, ce n'est plus pour raison sanitaire, mais en cas d'état sanitaire critique. Donc ces exceptions sont très précises et ne modifient pas l'intention générale de maintenir les menus bois en forêt dans la grande majorité des cas. Lors de la première consultation publique, il y avait également une question sur le besoin d'encadrer ou non la pratique d'endénage des rémanents. Nous avons ajouté un indicateur avec donc là l'objectif de réduire les impacts au sol et notamment d'éviter des pratiques de décapage des premiers horizons du sol qui malheureusement avaient lieu dans un certain nombre de cas d'endénage. Troisième et dernier point concernant les pratiques de sylviculture dite intensive, l'interdiction totale des pesticides de synthèse a été confirmée par le groupe de travail suite au retour reçu en consultation publique. Et concernant les engrais de synthèse, qui avait été également une des questions posées dans la première consultation, le groupe de travail a décidé de les interdire, viser l'interdiction, en laissant en fait une porte ouverte en cas où les alternatives en fait en engrais utilisables en agriculture biologique, pour faire le parallèle, n'étaient pas disponibles, n'étaient pas utilisables sous une forme et des méthodes qui soient compatibles avec la gestion forestière. Donc, il est prévu de publier une étude sur ce sujet pour identifier les alternatives disponibles ou non à l'heure actuelle à ces engrais de synthèse. Une main levée, Guillaume, de Sylvie Castagno. Madame Castagno, est-ce que vous pourriez nous présenter votre structure en 2 mots avant de poser votre question, s'il vous plaît? Merci. Oui, donc Sylvie Castagno, donc je suis chargée de mission en forêt-bois et coordinatrice de la charte forestière de territoire pour le parc naturel régional de Millevaches. Un grand merci. Voilà. Donc en fait, moi, j'aurais une question concernant les traitements. Donc je note pesticides de synthèse, interdiction totale, etc. Est-ce que sont concernés dans ces interdictions les traitements, notamment des souches, enfin des bois qui sont en bord de route contre les insecticides, enfin contre la piqûre ou des choses comme ça, quoi? Alors, ça va dépendre
Alors, si la desserte en fait est vraiment à côté de l'unité de gestion, s'il n'y a pas de transport en fait vers une autre place de dépôt, oui, effectivement, ça les inclut. Ok, S'il y avait merci. un transport, il y a sur des places de dépôt ou de transfert de charge, là, le référentiel FSC ne s'applique pas. Donc en bord de parcelle, tu veux dire c'est interdit, hein, pareil. C'est ça. C'est ça. On répond à la question? Oui, c'est bon pour moi. Merci. Merci. Je vais vous présenter maintenant donc, les autres thématiques en termes d'accessibilité à la certification FSC. Donc là, le travail principal du groupe de travail sur cette deuxième phase de négociation a été la recherche d'allègements documentaires sans nécessairement viser une modification du niveau d'exigence. Donc là, je parle bien sûr des petites forêts. Donc, nous avons introduit différents seuils. Un seuil en essayant tout d'abord de se calquer en fait le plus possible sur les seuils réglementaires existants pour faciliter la compréhension et l'application du référentiel FSC. Donc les deux premiers principaux seuils sont des seuils de 4 hectares et des seuils donc, de documents de gestion durable. En fait, c'est pas un seuil physique de surface, mais c'est pour les forêts disposant d'un document de gestion durable au sens réglementaire. On parle là de plan d'aménagement, de plan simple de gestion et de règlement type de gestion. Donc pour ces surfaces-là, pour ces forêts-là, il y a un certain nombre d'allègements, notamment documentaires, hein, je le répète, en termes de vérificateurs qui ont été proposés. Il y a un autre seuil à 1000 hectares qui est utilisé dans 2 cas, enfin dans 3 cas, mais finalement ne concerne que la mutualisation du réseau d'aire de conservation. Désolé pour les teasings, mais je vous en reparle juste après, puisque c'est la thématique suivante de protection de la biodiversité. Et aussi, ce seuil de 1000 hectares a une influence sur le taux d'échantillonnage des audits dans le cas de certification de groupe. Donc, la certification de groupe dans FSC, c'est quand on a une structure, peut être un gestionnaire forestier professionnel ou non, mais une structure qui assume pour un certain nombre de propriétaires la responsabilité de la mise en œuvre de la certification FSC. Ça peut être un expert forestier, une coopérative, une structure ad hoc créée, filiale de gestion d'un exploitant forestier, par exemple. Ça peut être un parc naturel régional également. Enfin, il y a beaucoup de possibilités en fait, de portage de certification de groupe dans la certification dans le système FSC. Et donc, dans ce cadre-là, donc les propriétés de moins de 1000 hectares ont la possibilité de mettre en commun en fait, l'exigence concernant l'atteinte du réseau d'air, de la définition du réseau d'air de conservation. Ce travail est également amené à clarifier un certain nombre d'exigences FSC, donc en relisant des exigences qui n'étaient a priori pas dans le périmètre de révision initiale, mais en les passant au filtre de cette recherche d'allègement. Le GT a décidé d'en clarifier certaines, quelle que soit la surface en fait, des forêts concernées. Et donc, je aussi mentionner que cette thématique continuera à faire l'objet de discussions lors de la dernière phase de négociation. Ça a été un point abordé également, bien sûr, lors du test en forêt la semaine dernière avec les auditeurs et les gestionnaires certifiés. J'en viens donc effectivement à cette thématique de conservation, de protection de la biodiversité avec ce fameux réseau d'aire de conservation dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc ce réseau d'aire de conservation, ce sont des zones dans lesquelles les objectifs de protection, de conservation de la biodiversité sont prioritaires par rapport à tous les autres objectifs. On peut dans un certain cas y exploiter du bois, mais il faut que les objectifs de conservation soient vraiment de nouveau prioritaires. Ce réseau d'aire de conservation doit couvrir un minimum de 10% donc de la forêt certifiée et ces 10% contiennent au minimum 1% d'îlots en libre évolution.
Donc, les exigences FSC dans ce cadre ont été revues pour clarifier donc, les objectifs et les activités de gestion qui sont permises dans ces zones. Par exemple, les activités de restauration. De nouveau, si vous faites le lien avec les coupes rases, normalement, il n'y a pas de coupes rases qui sont permises dans ces réseaux d'aires de conservation, sauf cas de restauration. Et comme je vous le disais, donc une mutualisation du réseau qui est possible sans S pour les forêts inférieures à 1000 hectares dans le cadre d'un groupement donc de forêts ou de plusieurs forêts appartenant à un même. Les exigences concernant les arbres habitats vivants ont été légèrement remaniées également. Et là, une discussion est apparue au groupe de travail. Nous avons deux versions sur les exigences concernant le maintien d'arbres habitats vivants. Une version qui maintient en fait l'exigence actuelle, qui est de 2 arbres par hectare au minimum, avec un objectif à long terme de 5 hectares, et une autre version qui souhaite passer tout de suite à un minimum de 5 arbres habitats vivants par hectare. Et enfin, dans cette thématique, nous avons clarifié, donc travaillé sur le cadre national pour les hautes valeurs de conservation, notamment les hautes valeurs de conservation qui concernent la biodiversité. Comme je disais, en France, ces zones à haute valeur de conservation pour les thématiques de biodiversité concernent les zones Natura 2000 et des zones de ZNIEF de type 1. Nous avons clarifié donc le cadre qui est présenté en annexe E pour qu'il soit plus facile. Pas de modification du sens, mais vraiment c'était des modifications de forme qui vont faciliter la mise en œuvre par les gestionnaires forestiers et le contrôle par les auditeurs de ce cadre. Et nous avons ajouté à ce cadre la question des forêts subnaturelles, donc qui est en cours de discussion avec les ministères pour créer une cartographie nationale des forêts subnaturelles, donc les plus proches de ce que pourrait être une forêt non intervenue, une forêt je retrouve plus le terme, mais bon, des forêts à la fois matures et anciennes. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je vous renvoie à la définition, qui sont à la fois dans le référentiel et qui sont en fait des définitions reprises des travaux des ministères sur le sujet. Concernant les intervenants en forêt, nous avons continué à discuter, ce qui était déjà présent dans la première version du référentiel, donc la question de la sécurité dans le critère 2.3 et de gestion des huiles, notamment donc des huiles de chêne, des huiles des différentes, à la fois des tronçonneuses et puis des machines utilisées lors de l'exploitation forestière. Le gros point de discussion ici concerne les modes de vente en fait et d'exploitation qui passent par des ventes sur pied. Donc, lorsque le propriétaire et gestionnaire forestier ne sont plus directement responsables en contrôle direct en fait des activités d'exploitation, mais ces activités d'exploitation sont réalisées par un exploitant qui a déjà acheté le bois ou par ses sous-traitants, des ETF qui leur ont délégué ces travaux d'exploitation. Et donc la façon dont les gestionnaires forestiers certifiés doivent contrôler le travail de ces exploitants et de leurs sous-traitants, même lorsqu'ils n'ont plus la propriété directe, et donc le contrôle, on va dire, direct de ces intervenants en forêt. Et la dernière thématique, c'est celle des indicateurs de suivi. À la fois, sur cette thématique, nous avions déjà identifié en fait dans la phase préalable, dans la phase de concertation en fait, préalable à la révision du référentiel, l'importance de mieux communiquer sur les impacts positifs, sur les impacts de façon générale, mais en transparence sur les impacts d'une gestion forestière certifiée, sur les bonnes pratiques des gestionnaires forestiers. Et dans le même temps, FSC International fait évoluer ces exigences pour également être en capacité de recueillir plus d'informations pour communiquer sur ces impacts, que ce soit à une échelle nationale ou internationale.
Donc, cette thématique nous a amené en fait à définir une liste d'indicateurs obligatoires qui doivent être suivis par tous les gestionnaires certifiés FSC et transmis à FSC France pour permettre donc une agrégation de ces données à l'échelle nationale et une information transparente sur l'évolution de ces indicateurs et sur les impacts donc, de la gestion forestière certifiée. Nous avons essayé de maintenir cette liste assez courte, on va dire, donc on a peut-être une quinzaine d'indicateurs. Sachant que de toute façon, l'organisme certifié, enfin le gestionnaire certifié doit définir lui-même un certain nombre d'indicateurs de suivi pour pouvoir répondre aux exigences du référentiel et notamment aux exigences du principe 8 sur le monitoring et la gestion adaptative. L'idée vraiment de ces indicateurs qui sont dans l'annexe G du référentiel, c'est qu'ils soient les mêmes pour tous et qu'ils puissent permettre de nouveau une agrégation de données à l'échelle nationale et une communication sur ces données. Sont inclus dans ces données la localisation des parcelles certifiées, donc avec des coordonnées géographiques, qui est aussi en fait une évolution à l'échelle internationale, hein, puisque l'Assemblée générale internationale de l'FSC a voté en 2022 l'obligation maintenant pour les gestionnaires forestiers de transmettre ces coordonnées géographiques, ce qui avant se faisait de gré à gré en fait les gestionnaires forestiers. Donc une carte mondiale des forêts certifiées est en cours de création et va évoluer avec l'arrivée de nouvelles données. Et cette carte qui existe déjà pour la France pourrait être effectivement également mise à jour de façon plus automatique. Voilà pour le contenu du référentiel, les informations sur le contenu du référentiel que je souhaitais vous fournir. Je termine avant d'ouvrir à des questions-réponses. Cette consultation est ouverte jusqu'au 24 mars. Et pour y participer, vous avez un questionnaire en ligne. Donc, un questionnaire que nous avons remanié, nous avons changé la plateforme pour recueillir les données, nous avons remanié sa structure suite au retour de la première consultation publique, avec donc, un questionnaire en 2 étapes. Une première étape assez générale, qui vous permet de faire des retours sur les enjeux clés des différentes thématiques, notamment un certain nombre de celles que je viens de vous mentionner. Cette partie du questionnaire prend maximum 25 minutes, 20-25 minutes, et permet d'aller relativement rapidement sur ces enjeux clés, avec une différenciation entre les points sur lesquels il y a consensus du GT et ceux sur lesquels il n'y a pas consensus. Et puis, évidemment, vos retours, les retours des participants nous intéressent également sur les rédactions précises d'indicateurs. Et donc, il y a une deuxième partie du questionnaire dans laquelle vous pouvez choisir d'aller dans le détail sur l'un ou l'autre, ou différents sujets, différentes thématiques qui font l'objet de cette consultation. Une structure à étages pour permettre aux différents participants de rentrer dans le niveau de détail qu'ils souhaitent, pour lequel ils ont le temps à nous dédier, parce qu'on sait bien que, comme je le disais, la référentiel FSC, c'est un document dense, et pour aller dans le détail des indicateurs, ça prend du temps. Conscient de ces enjeux, voilà, nous avons voulu faire évoluer cette structure pour permettre à chacun d'y dédier le temps le plus adéquat en fonction des disponibilités. Et mentionner donc pour cette deuxième consultation publique, nous publierons également un rapport des retours que nous recevrons en consultation et de la façon dont les commentaires ont été pris en compte. Et ces éléments seront publiés lors de l'envoi pour validation avec FSC International, c'est-à-dire en milieu d'année. Voilà de mon côté. Et je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour répondre à vos questions.